dit, lequel ne change pas, c'est avec ce que nous avons dit, les conférences et les dispositifs. Donc, il y a une discussion aujourd'hui, Ronald Malal de Adjibet, qui va nous parler de la gestion de la résistance des ammonites aux insecticides, sachant pertinemment que la lutte antibactérienne occupe une place très importante dans la lutte contre le paludisme. Voilà, voilà. Merci, docteur. Donc, avant tout, bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de très loin. Il y en a pas mal. Donc, mon nom c'est Ronald Malal, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Je travaille pour la société Activet, qui représente à Madagascar la société Bayer Environmental Science. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, bien sûr, sont toujours dans le cadre de la lutte contre le paludisme, et on va traiter spécialement la question de la résistance des anophèles aux insecticides. Donc, on va un peu plus entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la résistance aux insecticides? D'abord, c'est le changement de la sensibilité des anophèles. Ensuite, il y a le transfert de ce changement de sensibilité aux générations futures d'anophèles. Et tout cela se concrétise par un insecticide qui n'arrive plus à contrôler ces anophèles. Là, donc, on se trouve à ne pas de résistance aux insecticides. Donc, comment se produit la résistance d'un insecticide? Excusez-moi. D'abord, c'est une mauvaise utilisation d'un insecticide et ou une surutilisation d'un insecticide. Il s'ensuit qu'un groupe d'anophèles devient résistant. Évidemment, quand un groupe d'anophèles résistant, on a une colonie d'anophèles résistantes. Là, on se trouve vraiment face à un problème de résistance à un insecticide. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, assez rapidement, de la résistance. Troisième mode d'action et zone cible. Vous arrivez tous à m'entendre? Donc, quand il y a résistance, évidemment, un insecticide, disons un insecticide X, est inefficace. Cela veut dire que l'efficacité des insecticides chimiquement similaires à cet insecticide X sont compromis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un insecticide, comment ça marche? Il y a les zones cibles identiques. L'insecticide X avec des insecticides chimiquement similaires à l'insecticide X, ils ont les mêmes zones cibles identiques. Les modes d'action sont aussi identiques. Et en plus, on peut avoir les modifications génétiques des zones cibles. C'est ce qu'on appelle donc la résistance croisée. Voici un petit peu la classification des modes d'action des insecticides. Désolé, excusez-moi, je n'ai pas vraiment eu le temps de changer un petit peu les mots en anglais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des zones, par exemple, l'inhibiteur de système nerveux, des stimulateurs au niveau du système nerveux. Ce sont ce qu'on appelle les zones cibles. Ce sont là où l'insecticide attaque sur son mode d'action pour tuer l'insecte. Donc, insecticide contre organisme d'un nanophèle. Comment ça se passe? L'insecticide, c'est fabriqué en laboratoire, c'est fabriqué par l'homme. L'anophèle, elle va avoir ses défenses immunitaires, ses défenses naturelles qui vont agir pour résister contre cet insecticide. Donc, qu'est-ce qu'un insecticide? L'insecticide, ce sont les groupes de matières actives. Nous avons les organophosphatés, les carbamates, les DDT, les pyréthrinoïdes, tous les insecticides que vous voulez. Ces insecticides ont aussi leur site actif dans les matières actives. Et autres. Pour autres, ça peut être le type de formulation, ça peut être le solvant, n'importe quoi, mais ce qui fait que ça soit un insecticide qui aide à l'efficacité de l'insecticide. Donc, comment on va agir et réagir l'anophèle? Pour réagir et agir contre l'insecticide, l'anophèle va accroître son métabolisme par les enzymes. Ou bien, il va avoir diminution de la sensibilité au niveau des zones ciblées. Ou tout simplement, il va changer de comportement.
Assez rapidement, on rappelle, je pense que vous connaissez déjà un petit peu tout ça, assez rapidement, donc comment ça se passe? Il y a les mutations au niveau des points, ce qui entraîne le changement de la sensibilité des gens cibles. Ici, nous avons pris comme exemple au niveau de l'acétylcholinestérase et du canosodium, plus connu sous KDR. Donc, les insecticides vont se retrouver, disons, comment on va dire, embêtés. Les groupes chimiques seront affectés. Par exemple, l'organophosphate et carbamate, ils auront du mal à tuer un insecticide s'il y a un changement de sensibilité au niveau des gencives, c'est l'acétylcholinestérase. Et de même pour le DDT et le pyrétrinoïde au niveau des canosodium. Autre changement, c'est l'accroissement du métabolisme par les enzymes, qui est dû à une augmentation de l'activité métabolique, un changement de la spécificité des substrats, des changements génétiques, sont concernés par exemple les monoxygénases et les estérases, et les groupes chimiques qui seront affectés, toujours le DDT, pyrétrinoïde, carbamate, au niveau des monoxygénases et le pyrétrinoïde au niveau des estérases. Ça, c'était un petit peu pour voir un petit peu un rappel comment marche, donc comment un insecticide tue un insecte et comment un insecte se défend par rapport à un insecticide. Mais comment se développe la résistance? En tout cas, la résistance, pratiquement, les insecticides ne provoquent pas la résistance. Je veux dire pourquoi? Les insecticides créent un développement sélectif de la résistance dans une population qui est composée d'anophèles sensibles et d'anophèles résistants. Et qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation du nombre des anophèles résistants et une diminution et une stabilité du nombre des anophèles sensibles. C'est un petit peu le cycle en général du développement de la résistance. Nous allons montrer un exemple de modèle de développement de la résistance, très brièvement. Nous avons donc au début une population composée d'insecticides sensibles et d'insectes sensibles et d'insectes résistants. Au fur et à mesure de la sélection, la population d'insectes résistants augmente. Et le risque général qui se pose et le risque qu'on a peur, c'est se retrouver dans ce cas. À partir d'une population non sensible, on a une population extrêmement résistante. Donc, comment allons-nous gérer la résistance des anophèles aux insecticides? Insecticide Resistance Management, IRM, c'est un mot une abréviation que vous allez beaucoup trouver dans la littérature. Non, tout, ça veut dire une solution. Il faut maintenir les gènes résistants sous un seuil acceptable. Comment? Il faut faire une sélection stratégique des insecticides, soit adapter les bons modes d'emploi, les modes d'application, utiliser les bonnes doses d'utilisation. Par exemple, si l'OMS dit qu'un tel insecticide est efficace à 20 grammes par, je dis comme ça un chiffre à 20, c'est pas la peine d'en faire trop ni moins, sinon on crée la résistance. Il faut entrer aussi dans ce qu'on appelle les fréquences d'utilisation. Fréquence d'utilisation, c'est quoi? Soit quand est-ce que le taux de transmission est assez élevé, quand est-ce qu'on parle de facteurs temporels. Il faut bien voir quand est-ce qu'on va utiliser l'insecticide. Il faut aussi alterner les insecticides, faire la rotation de l'usage de différents insecticides et aussi utiliser les insecticides avec différents modes d'action. Là, c'était un petit peu le résumé, un petit peu comment marche la résistance et qu'est-ce qui se passe. Maintenant, nous allons voir la gestion de la résistance des anophèles par rapport à la pulvérisation intradomiciliaire. Pulvérisation intradomiciliaire, c'est le fait de pulvériser un produit, notamment un insecticide, à l'intérieur d'une maison, pas à l'extérieur, intradomiciliaire. Est-ce que la résistance est un problème pour la pulvérisation intradomiciliaire? Bien sûr que oui.
Généralement, ce risque est sous-estimé, oui, parce qu'on sous-estime la résistance. Dans de nombreux pays, par exemple en Afrique de l'Est, en Afrique subsaharienne, on a eu des cas de résistance vraiment à un niveau qui fait peur. C'est aussi le cas de résistance croisée entre DDT et pyrétrinoïdes. Donc, on a parfois envie de dire pourquoi ne pas utiliser un autre insecticide, un autre groupe d'insecticides, un nouvel insecticide avec lequel on n'aura plus ces problèmes de résistance croisée, de résistance. Mais la réponse est que cela n'est plus possible. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a que quelques insecticides sur la planète. On n'en a pas 1000. Et ces insecticides ont un mode d'action identique. Et 95% des insecticides se ressemblent tous. On n'a pas de découverte de nouvelles molécules jusqu'à maintenant. Et on a beaucoup de contraintes. Des contraintes sur le prix, des contraintes sur la toxicité, sur l'environnement, la qualité. Et quand on dit prix, quand un prix d'un produit baisse, ça veut dire l'industrie n'a plus la capacité de faire de la recherche, faire du développement. Et tout ça, ça engendre qu'on n'a pas de nouvelles insecticides jusqu'à maintenant. Pas de nouveaux insecticides. Utilisez les outils dont vous disposez de manière judicieuse. Ça, c'était du Global Collaboration for Development of Pesticides for Public Health. M. Morteza et Pierre Guillet, ce sont aussi deux grands noms. Vous allez toujours retrouver dans la littérature, dans tout ce qui concerne insecticides et moustiques. Donc, on n'a pas de nouveaux insecticides jusqu'à maintenant. Ils disent qu'il faut utiliser ce qu'on a. Donc, comment allons-nous combattre la résistance en pulvérisation intradomiciliaire? Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. On a choisi ici deux bonnes questions, c'est quel est le taux de résistance dans le pays? Quel est le taux de résistance d'un insecticide dans le pays? Quelle est la fréquence de résistance génétique qu'on peut avoir dans le pays? Ce sont les premières questions qu'il faut se poser lorsqu'on entre dans un programme de gestion de résistance. À quelle vitesse la résistance ou la fréquence de résistance génétique se développe ou change? C'est après qu'on entre dans le choix des insecticides. Il faut utiliser des insecticides de groupes chimiques différents et bien sûr lancer un programme de gestion de la résistance. Et il ne faut pas aussi, excusez-moi, il ne faut pas aussi oublier les autres méthodes de contrôle. Notamment, on a le contrôle biologique, on a la manipulation environnementale, la participation de la collectivité dans les mesures de contrôle. Manipulation environnementale, par exemple, est-ce que c'est admissible que dans une région, on a tout autour d'une habitation, on a des zones propices pour les anophèles. Ça, par exemple, ce sont des manipulations environnementales et on doit y penser. Les actions pour mettre en œuvre la question de la résistance. L'action curative. L'action curative, on est déjà la résistance de là. Donc, comment doit-on faire? Ben, il faut gérer cette résistance. Par exemple, on est face à un problème, maladie à problème, par exemple le paludisme. Un pays, s'il a déjà la résistance dans son pays, eh bien, il faut gérer cette résistance. Il faut mettre en place une stratégie de gestion de résistance afin de prolonger l'utilité de la vie soit de plusieurs ou d'un insecticide. Essayer de maîtriser au mieux cette résistance. Là, on est dans une action curative. Mais il y a aussi l'action préventive. L'action préventive, c'est de mettre en place une stratégie de gestion de la résistance avant que la résistance ne se produise. Deux moyens pour mettre en œuvre la gestion de la résistance.
l'utilisation ou rotation des insecticides et l'utilisation ou mosaïque des insecticides. Qu'appelle-t-on rotation des insecticides, qu'appelle-t-on mosaïque? Rotation des insecticides, c'est rotation temporelle. On joue sur l'alternance dans le temps de l'usage de plusieurs insecticides. Une mosaïque, on joue plutôt en termes de surface. Par exemple, là, on a pris pendant la première année, on va utiliser 3 insecticides, la deuxième année, on va utiliser 2 insecticides. Une des questions qu'on pose toujours, c'est que pourquoi pas pendant 2 ans la deltamétrine, ensuite le DDT, le benzocaine. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut gérer la résistance. Donc là, vous voyez qu'après la deltamétrine, il faut une autre famille chimique. C'est pour ça qu'on a choisi le benzocaine. Ensuite, on peut réutiliser le DDT, mais après, il faut changer de famille chimique. C'est pour ça que de nouveau le benzocaine. Et c'est exactement pareil pour l'utilisation en mosaïque. C'était un petit peu ce qu'on appelle la finalité un petit peu de la gestion de la résistance. En fait, la finalité, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens, aux décideurs, aux personnes qui vont prendre les décisions concernant la lutte contre le paludisme, qu'il faut gérer la résistance. C'est un des moyens les plus efficaces jusqu'à maintenant, c'est l'utilisation rotation des insecticides et l'utilisation en mosaïque des insecticides. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Bayer Environnementation sur la lutte contre le paludisme. D'abord, Bayer a l'expérience et la technologie de lutte contre le paludisme et les autres maladies. Elle s'est engagée à lutter efficacement contre le paludisme en s'engageant dans le rôle malaria. Un concept de partenariat public-privé, privé-privé aussi. Et il y a la recherche et le développement. Avec Bayer, la gestion de la résistance sera comme suit. Remplacement du DDT par la deltamétrine nouvelle génération de Bayer. C'est un pyrétrinoïde plus performant qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Développement et recherche sur le benzocaine, c'est un carbamate. Étude de la résistance et la gestion de la résistance, pas seulement en Afrique du Sud, mais Bayer a été aidé au niveau international. Donc, préconisation de la rotation des insecticides, appui international sur tout ce qui est gestion de la résistance, conseil, communication, formation, support technique, pour que les gens puissent comprendre au mieux les mécanismes et les programmes de gestion de résistance. Et Bayer a mis en place des insecticides de groupes chimiques différents pour la gestion de la résistance. Donc là, laissez-moi un petit peu vous parler au moins de ces 2 produits. Il y en a pas mal dans le monde. Si vous voulez savoir quels sont les autres produits, vous pouvez entrer dans le site de OMS, vous tapez sur Google WHO ou puis vous avez toute la liste des produits qui peuvent être utilisés pour la gestion de la résistance et pour tuer les moustiques. Le premier produit, c'est la caotrine WD. Donc pourquoi j'ai tellement envie de la présenter ici? Donc c'est un produit qui a une grande efficacité résiduelle, 12 mois de rémanence. La confirmation de cette rémanence a été faite à Madagascar. Elle a été faite par l'Institut Pasteur de Madagascar. Alors, merci, c'est pour un boulot. Et ce produit-là peut être une alternative au DDT. Pourquoi? Le DDT, pourquoi on a choisi le DDT? C'était dû à la défaillance du pyrétrinoïde sur le temps de rémanence. Là, nous avons un produit qui est capable d'avoir une rémanence de 12 mois qui est presque identique à celle du DDT. Une formation crânique soluble, c'est une formation de nouvelle génération aussi. C'est la première formulation
en granules pour la lutte contre les moustiques qui permet de renforcer l'efficacité du produit. Il y a d'autres, vous pouvez un petit peu voir là, d'autres, disons, un petit peu arguments pour le choix de ce produit, mais je pense que les plus essentiels étaient la rémanence et c'est un produit qui peut être un produit alternatif au DDT. Le graphe suivant montre un petit peu le taux de mortalité qu'on peut avoir au 10e et 13e mois. Vous pouvez constater que nous avons ici en rouge WT, c'est la formulation poudre. On voit que les formulations poudrées n'arrivent pas à concurrencer en termes de rémanence, en termes d'efficacité, les produits granulés. Une étude a été faite en Afrique du Sud par NRC, cette étude a été faite à Madagascar par Institut Pasteur. Ce sont deux exemples que j'ai pris, mais il y en a presque 6-7 études qu'on a faites dans le monde. Et puis ça c'est un petit peu le sésame pour les fabricants d'insecticides, avoir la certification WOFI. Ça c'est, je vous assure, c'est tout un travail à faire pour avoir cette certification. Le Picam EDT, c'est quoi? C'est un produit, c'est un carbamate. Le fait, donc, le premier produit, c'est un pyrétrinoïde. Là, nous avons un carbamate. C'est un produit que l'on peut utiliser dans un programme de gestion de résistance. Malheureusement, pour les carbamates qui sont pris pour le Picam de Bayer, les efficacités résiduelles ne dépassent pas encore 5 ou 6 mois actuellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On n'a pas encore la technologie pour faire en sorte qu'on ait des rémanences extrêmement longues. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc j'espère avoir un petit peu apporté un surplus sur la compréhension de la résistance et la gestion de la résistance aux insecticides. Merci. En fait, la gestion de la résistance, c'est un petit peu ça. C'est la discussion. C'est pas une Bible que j'ai donnée, c'est une discussion. Il appartient à chacun de nous, à chacun qui vient de tenter d'adapter la forme de gestion de la résistance. Oui. 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 En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était sur les terres battues et sur le bois qu'on avait le plus de rémanence. Et donc, cela veut dire parce que le paludisme, il est où? Il est dans le sud, en Afrique, l'hémisphère sud. Et la plupart des maisons sont en bois, en terre. Donc le produit, vraiment, c'était aussi un petit peu, au début, c'était une découverte aussi. On a des recommandations standards, mais elles ont été faites par OMS, par les études OMS. Mais il appartient à chaque pays d'adapter sa gestion de résistance aux insecticides et résistance aux cultures. Bon, à ce jour-là, les études qui sont faites maintenant portent surtout sur le carbamate. Peut-être on essaie de trouver une formulation
un peu plus adéquate pour avoir, non pas avoir une rémanence clinique, mais une rémanence physique. C'est-à-dire, on va essayer de micro-encapsuler, faire des aquas et capsules pour l'insecticide. Ce sont les études que font Bayer actuellement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Là, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je ne sais pas ce qu'ils font vraiment. Généralement, ça sort comme ça. Il y a une molécule, mais bon, entre-temps, il y a aussi le secret et tout ça. Maintenant, on a d'autres. Bon, peut-être que c'est pas bien, mais bon, il y a les copies et tout ça maintenant, et c'est un petit peu difficile pour d'ailleurs d'avancer une petite chose en avant. Moi-même, je ne sais pas, donc. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure le cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est important pour la l'échelle, parce qu'on s'est aperçu en Afrique de l'Ouest que la résistance ne provient pas des traitements de filières qui sont extrêmement rares. Par contre, ils proviennent sur la résistance ils proviennent des traitements agricoles. Parce que la gestion de la résistance, en fait, on a beaucoup de mal à faire parce que ce n'est pas l'insecte lié. On a beaucoup de coton, on traite le coton, et on a des insectes, des jeunes résistants aux produits qu'on est sur coton. On intéresse à l'écrit, on dit le sein de camétrie, après on utilise le carbonate, on utilise le carbonate. Mais la gestion de la résistance est un très différent de la gestion du traitement des multiples. La résistance ne marche pas avec la oui, vous avez tout à fait raison, oui. C'était, bon, sur le coton, bon, pour Madagascar, bon, désolé pour les autres pays, mais Madagascar, on a encore une chance, hein, on a encore une chance. Parce que pourquoi? Les taux, moi-même, que je vends en insecticide pour l'industrie agricole, c'est encore petit. C'est pas encore comme en Afrique de l'Ouest. Et il est temps de faire des synergies entre l'agriculture, la santé et tout ça, pour au moins essayer de gérer. Parce qu'il faut commencer par essayer. Oui. Bienvenue à Madagascar. Oui. Le niveau de résistance des populations qui est de l'innovation des écoles. Parce que quand on évalue les la rémanence est aussi consciente du niveau de résistance des populations qui est de Si c'est des populations sensibles, c'est tout à fait normal que les rémanence de 10 mois. La première distance de niveau de forte résistance, le fort évalué de 10 mois de sécurité, ça ne tient pas chez nous. C'est tout le moment de savoir les populations qui est de l'innovation des écoles. Pour les autres pays, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Par contre, pour Madagascar, je pense que le docteur, vous êtes ici, vous pouvez un petit peu m'aider. Quel est le taux de résistance à Madagascar actuellement par rapport à l'étude qu'on a faite ici à Madagascar concernant pour la rémanence de 6 mois? Je viens de faire des études la dimension qui est quand même une chose. Il y a la loi qui produit, et je suis attaché de quelque chose comme maladie mondiale. Cette maladie, c'est une baisse de sensibilité de quelle même qui produit à travers une élément de temps, comme de la poudre, mais qui même qui passe là, en question, mais le mobilier, c'est une maladie qui fait que je dois faire que les applicable pour une tolérance de quoi. Je ne sais pas si cette intervention dans effectivement, vous avez raison aussi, dans un pays où
la résistance extrêmement grande, c'est vrai, on ne pourra pas avoir une rémanence extrêmement longue. Ça, c'est évident. C'est évident. Oui. Par exemple, ici, vous voyez ici? Ici. Ça, c'est quoi? On a un taux de mortalité élevé, ça descendu, c'est monté, c'est descendu après. En fait, ça c'était sur le bois. C'était des phénomènes de résorption. Le bois emmagasiné l'insecticide, une fois la période de pluie commençait à partir, le bois ressortait l'insecticide. Et ça agit aussi sur le système de rémanence du produit. Oui, c'est pour ça qu'on a peut-être pas mis le monde parce qu'ici, mais on a dit tout à l'heure qu'ils ont de gros problèmes, donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas arriver à ce stade-là. En fait, c'est ça aussi la question de la résistance. Ne pas arriver à un stade où on ne sait plus quoi faire, c'est ça aussi. En fait, vous êtes tombé un petit peu dans un chemin logique, parce qu'après la protection chimique, il vous reste toute la protection physique. C'est ça un moustiquaire. Donc vous êtes à ce stade-là.
Et du coup, c'est là une définition de c'est partie de votre politique maintenant pour la prévention. C'est ce que c'est pour l'idée. Et comment tu peux voir ces outils, ça peut regarder l'activité là, du KBS. Dans quel jour vous dites vous êtes ici et bien en matière de discussion rapide de discuter c'est spécialement de bien. Et non, il n'y avait pas la fois de la distance. Il faut dire que c'est la même chose pour nous. Il n'y a pas de limite de même. Mais peut-être que nous sommes beaucoup dans la de questions, de commentaires. Une précision quand vous dites l'inquiétude ne fait pas la résistance. C'est vrai que quand autrefois, dans les années 60, on disait, on disait l'inquiétude est la tête, on a montré, donc on fait du procès, c'est ça qui fait la résistance. Ça, c'est vrai, ça ne fait pas. L'inquiétude ne fait pas la résistance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des résistances, hormis quelques cas particuliers, généralement, parce qu'on les a étudiés sur les voies sociales, on a des résistances de plusieurs raisons, ou de plusieurs mutations dans un milieu. Même pour la politique, maintenant, on a plein de mutations pour les carrières et l'interculture, qui sont difficiles à noter. Ce qui se passe, c'est que dans votre résistance, vous avez effectivement sélection d'une population avec intérêt. Sélection d'une autre population à modèle de résistance. Vous augmentez énormément la fréquence, du coup il y a retombé les eaux, et du coup vous parlez de résistance. Et en fait, c'est l'inquiétude en accroissant le pourcentage de résistance et de faible résistance, mais des fois c'est parce qu'il y a la à la fin on a la résistance. Donc l'inquiétude fait la résistance par rapport aux eaux. Ça c'est un mode génétique. Quand on dit on a la résistance, on voit bien. On voit bien parce que très souvent, c'est pas tout le temps fait, mais souvent on a des petites résistances qu'on ne voit pas. On va attaquer une résistance de l'hôpital, des résistances de l'hôpital, une résistance thoracique. Tout ça va se combiner, il va donner un aspect qui devient très résistant. Et ça se combine, c'est normalement ça se présente. Donc en fait, c'est l'inquiétude qui commence à se présenter après ça. Oui, c'est ça, oui. La résistance, c'est la question, mais même nous, ça fait là, mais la question que je vous pose là, est vraiment la résistance liée notre problème parce que même nous ne savons pas le cas de la résistance dans nos pays. Donc, il y a le problème de camarades, le problème c'est la classe. C'est ça qu'on va faire. Parce que la plupart du temps, les collègues de l'école, ils disent, il faut utiliser ça, donc on est utilisé 3, 4, 5 utilités. Donc, ce problème-là, c'est à maîtriser le principe. Donc, il va faire le principe. Est-ce que nous savons déjà que la résistance, actuellement, dans notre pays, est spécifique? Donc, si nous savons
c'est vraiment le problème. D'accord. Effectivement, c'est une grande question. Est-ce qu'on connaît, oui ou non, le taux de résistance dans chaque pays? Ça, c'est au décideur de la lutte contre le paludisme d'instaurer, si, par exemple, un pays ne peut pas savoir son taux de résistance s'il n'a pas de laboratoire, il n'a rien pour faire ça. C'est ça qu'on commence par ça. Pour ceux qui en ont, est-ce que c'est exploité aussi? Par exemple, est-ce que les décideurs prennent en compte qu'un tel taux de résistance par rapport à un tel insecticide? Est-ce que c'est utilisé? Donc, il y a des raisons que peut-être c'est pas la résistance le problème, peut-être c'est une question de décision politique pour faire des choses, c'est peut-être une question de financement aussi. Mais tout ça rentre un petit peu dans question avec étranger. Oui, on l'a présenté tout à l'heure, on dit que d'ailleurs, finance beaucoup d'études dans le monde, d'ailleurs travaille avec beaucoup de partenaires pour un petit peu voir qu'il en est un petit peu de la résistance. Exemple concret, on l'a fait ici à Madagascar, c'était sur la thèse de rémanence, mais en même temps, on essaie un petit peu de voir qu'on étudie de la résistance et tout ça. Et effectivement, d'ailleurs, il y a de l'argent. C'est comme ça qu'on dit il y a de l'argent pour la recherche et le développement. Non, faut. Oui, ça c'est bon. Ça normalement il est non, c'est pas cela, il est prévu, bien sûr, il faut travailler dans le temps. Ce qu'on va faire déjà, peut-être, c'est pas peut-être cette année, je sais pas trop, mais déjà on va introduire des essais pour confirmer pour les cartes à maths à Madagascar. Et en même temps, il y a une continuité du travail des essais. Pour votre propre pays, je vais demander un petit peu. Je vais demander qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, que fait d'ailleurs là-bas, et je vais vous envoyer les informations. Je ne sais pas s'ils vont donner de l'argent pour que... Encore une fois, merci beaucoup à l'assistance et de bien sur les stratégies de protection Madagascar, l'utilisation des insecticides, notamment la l'artificialisation nucléaire, et de se préconiser pour redéfinir les épidémies et pour riposter ces épidémies. Donc, demain, à la même heure, au même endroit, c'est Dr. Vincent Kram qui va nous parler de méthodologie pour une service de gens. Ah oui, c'est Nicolas.